Bonjour et merci Edwige pour cette présentation. Ce que je vais faire pour présenter un petit peu mon itinéraire de chercheur, c'est partir à un point de vue chronologique et puis ponctuer de temps en temps cette carrière par un certain nombre de couvertures d'ouvrages qui marqueront un petit peu les différentes étapes par lesquelles je suis passé. Alors voilà, donc j'ai commencé en 1967-1968, ma première année de professeur de philosophie, où j'ai enseigné de manière, disons, très traditionnelle, à base essentiellement de cours magistraux. Mais évidemment, sont arrivés les événements de mai 68 qui vont beaucoup me secouer et qui vont me mener finalement à essayer d'enseigner un petit peu, disons, autrement, en commençant à impulser un certain nombre d'innovations pédagogiques. C'est la raison pour laquelle je suis rentré en 1971 au CRAP, Cercle de recherche et d'action pédagogique, qui publie les cahiers pédagogiques. Et je suis d'ailleurs, depuis 50 ans, toujours au CRAP cahier pédagogique. Et ça a été déterminant pour moi pendant toute ma carrière, parce que c'est là que je vais véritablement être formé. Et c'est ce qui, pendant 18 ans, va m'aider, que ce soit sur le travail en groupe des élèves, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative, le travail, disons, interdisciplinaire. D'où précisément à partir un petit peu de cette rénovation pédagogique, la soutenance d'un DEA, qui est l'équivalent d'un master aujourd'hui, qui s'intitule Vers une didactique de la philosophie. Alors ce qui va être intéressant, puisqu'après le master, je vais aller donc sur la thèse, c'est d'avoir mis en place dans le cadre de l'association des professeurs de philosophie deux séminaires en 1989 et 1990 et deux plans nationaux de formation en 1990 et 1991 avec l'aide d'Yveline Fuma, où je vais, avec des professeurs qui sont correcteurs de philosophie, poser la question suivante. Au fond, quelles sont vos attentes dans une dissertation de philosophie, disons le jour du baccalauréat? Et alors, c'est là où ces professeurs m'ont dit, nous attendons que dans l'introduction, l'élève problématise un petit peu le sujet, qui définisse un petit peu les notions qu'il utilise et qui, lorsqu'il soutient une thèse, l'argumente, argumente aussi des objections ou thèses contradictoires et répond de lui-même à un certain nombre, disons, d'objections. Et ce qui m'a amené à une approche par compétence, puisque ces attentes finalement des correcteurs, je les ai transformées finalement en compétences à acquérir, disons, par les élèves. D'où ma thèse que j'ai soutenue en 1992 vers une didactique de l'apprentissage du philosophé. Et là, vous remarquerez la différence entre le titre de mon DEA et le titre de la thèse, vers une didactique de la philosophie, tandis que vers une didactique de l'apprentissage du philosophé. Je suis passé donc de la philosophie au philosophé, et pour moi, ça a été extrêmement important. Voilà. Alors, je vais donc travailler de 1988 à 1998 à partir de ces innovations que j'accompagnais par la recherche avec l'aide de Philippe Mérieux. Et quels sont ces bilans de 10 années finalement, disons, de recherche? Premièrement, une didactisation de l'apprentissage du philosophé et non de la philosophie, comme je viens de le dire. Et je me suis placé carrément, si vous voulez, du côté de l'élève, en passant d'une logique d'enseignement, où je me demande ce que j'ai à dire aux élèves, à une logique d'apprentissage, c'est-à-dire où je me demande qu'est-ce que je vais leur faire pour que eux, ils apprennent à philosopher. Alors cet apprentissage du philosophé, ça a mené effectivement la définition de ce que ça pouvait être que le philosopher comme démarche, disons, intellectuelle. D'où une matrice didactique du philosophé que j'ai mise au point toutes ces années, fondée sur une approche par compétences. Alors ces compétences consistaient en des capacités de base, si vous voulez, donc je vais y revenir, problématiser une question, conceptualiser des notions, argumenter, si vous voulez, donc des thèses, étroitement articulées entre elles, et mise en œuvre sur trois compétences complexes. Lire, on lit des textes, disons en philosophie,
écrire. Donc on fait des dissertations, des commentaires de texte. Et puis, et ça je le développerai lorsque je m'occuperai plus particulièrement de la philosophie avec des enfants, de discuter philosophiquement. D'où la définition didactique que je vais donner, donc du philosophé, qui sera une définition didactique et non pas philosophique, puisque lorsqu'on demande aux professeurs de philosophie quelles sont leurs définitions de la philosophie, ils ne sont pas d'accord entre eux. Par contre, ils sont assez d'accord sur cette définition didactique lorsqu'on leur demande, et là il y a un consensus didactique, si vous voulez, sur ce qu'ils attendent des élèves. Donc pour moi, philosopher, c'est tenter d'articuler sur des questions et des notions fondamentales pour l'être humain dans ce rapport au réel, c'est-à-dire dans le rapport au monde, dans son rapport au monde à autrui et à moi-même, et dans un souci de sens, puisque la philosophie est une quête du sens et de vérité. Et la philosophie, c'est essentiellement, disons, un rapport à la vérité, même si on va vers la vérité, mais qu'on n'est pas sûr, disons, d'y parvenir. Donc, tenter d'articuler des processus de problématisation, de conceptualisation et d'argumentation. J'ai essayé de formaliser un petit peu ces trois processus dans ce que j'ai appelé le triangle didactique du philosophé. Le triangle didactique, c'est une figure donc, que j'ai prise aux différentes didactiques de discipline parce que cette figure a pour intérêt de lier chaque pôle, disons, aux deux autres. Prenons par exemple la compétence de problématisation qu'on trouve ici en bas à droite. Eh bien, elle est très étroitement liée à la compétence de conceptualisation et d'argumentation. En effet, pour problématiser, se poser un certain nombre de questions, comme par exemple l'amour est une illusion, mais il faut commencer par définir les notions qui composent la question. Si je confonds l'amour, le coup de foudre, et puis ensuite le fait de poursuivre un projet durable, fonder une famille, avoir des enfants, etc., c'est pas du tout la même chose. De la même manière, si je confonds l'amour et l'illusion, c'est pas tout à fait la même chose. Et les réponses à la question l'amour est une illusion ne sera pas la même suivant la définition que je vais donner aux deux notions qui composent cette question. Et une fois donc que j'ai un petit peu éclairci le contenu philosophique, si vous voulez, de la question en définissant les notions, à ce moment-là, je peux examiner les différentes thèses, les différentes réponses que l'on peut faire. Donc vous voyez le lien très très étroit qu'il y a finalement entre ces trois processus de pensée qui sont extrêmement interdépendants. Et finalement, ce sont ces acquis donc, que j'ai développés dans un certain nombre d'ouvrages à cette époque-là. Apprendre à philosopher dans les lycées d'aujourd'hui, par exemple, qui sort la même année, si vous voulez, donc, de ma thèse. Études philosophiques d'une notion d'un texte qui paraîtra, disons, l'année d'après, puisque précisément ce qu'on demande dans les programmes de philosophie, c'est l'étude de notions et c'est les commentaires, disons, de texte, mais j'ai essayé de renouveler finalement cette approche de la notion, disons, et du texte, et puis un peu une synthèse que j'ai faite à l'époque, en 1994, sur Penser par soi-même, où j'expliquais en quoi consistaient ces différentes compétences. Donc une date très importante pour moi, ça va être 1995, parce que j'avais mené toutes ces recherches en tant que professeur, dans ma classe terminale de lycée technique, si vous voulez. Mais en 1995, j'ai été recruté comme maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier 3, ce qui à ce moment-là va donner une certaine légitimité, la légitimité du chercheur, si vous voulez, donc à mes recherches. Et 3 ans plus tard, je soutiendrai mon habilitation à diriger des recherches, élément pour une didactique de l'apprentissage du philosophé, qui fait un petit peu, d'une part, sur toutes les recherches que j'avais faites depuis 10 ans et qui ouvrait donc un certain nombre de pistes pour les années à venir. Je dois dire aussi qu'à peu près, disons, à la même époque, j'ai été contacté, c'était les conséquences de l'affaire Dutroux, par la Fondation Baudouin, par le ministère de l'Éducation nationale, disons, belge, qui voulait sensibiliser l'ensemble des enseignants à la question, disons, de la justice. Et donc, j'ai écrit cette brochure sur une notion, qui est la notion, donc, de la justice, et qui m'a permis de développer toutes les entrées innovantes que j'avais développées, disons, jusqu'à maintenant. Donc, je disais que ces 3 compétences devaient être appliquées à des activités complexes que l'on demande en philosophie, c'est-à-dire la lecture d'un texte et puis l'écriture de la dissertation.
Et j'ai eu beaucoup de profit à travailler à ce niveau-là avec un didacticien du français, disons Guy Molière, ce qui a donné lieu à ce livre, Lecture et écriture du texte argumentatif en français et en philosophie, où d'une part, nous avons étudié ce qui était commun dans l'argumentation au français et à la philosophie. Et l'argumentation, c'est, selon Bernard Weck, un des 3 champs de référence de la didactique du français, mais en même temps, quelle était la spécificité de l'argumentation en français et en philosophie par rapport à leurs différentes spécificités, je dirais, d'épistémologie scolaire. Concernant l'écriture, j'ai beaucoup aussi travaillé sur la diversification des formes d'écriture philosophique pour essayer de montrer finalement qu'il n'y avait pas finalement que la dissertation comme patrimoine incontournable si vous de l'enseignement disons philosophique. Pendant un an, j'ai travaillé par exemple avec les professeurs de philosophie de Nancy, une vingtaine de professeurs, et j'ai essayé de leur faire expérimenter d'autres formes d'écriture qui avaient été utilisées, disons, par les philosophes. Les philosophes n'ont jamais écrit de dissertation, à part Kant, la dissertation de 1770, ou les 2 discours donc, de Rousseau, mais c'était pour préparer des concours. Ils n'ont pas fait de dissertation, les philosophes, ils ont écrit des dialogues comme Platon, Leibniz, donc Malebranche, ils ont écrit des essais comme Montaigne ou Hume, si vous voulez, ils ont écrit des aphorismes comme Épictète ou comme Nietzsche, etc., si vous voulez. Donc, et ce sont ces différentes formes que je leur ai fait expérimenter pour que l'année d'après, ils les fassent utiliser par les élèves. Et c'est là où ils se sont véritablement aperçus qu'on pouvait apprendre à philosopher avec d'autres formes, disons, d'écriture philosophique. Et puis après, je vais m'attaquer, après la lecture et l'écriture, à la question de l'oral, que je développerai beaucoup après en philosophie avec les enfants, par cet ouvrage, donc l'oral argumentatif en philosophie. Un des deuxièmes apports, si vous voulez, donc de ma carrière, ça a été de contribuer aux pratiques de la philosophie dans la cité. En effet, en 1992, Marc Sautet avait créé le premier café philo en France, au café philo des Phares, place de la Bastille et disons à Paris. Et moi-même, à ce moment-là, un petit peu sur cette lancée, j'ai créé mon propre café philo en 1996, dont vous voyez ici et au milieu, là, le blog où on trouvera toutes sortes de comptes rendus donc, de mes cafés philo. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi d'animer depuis 23 ans des ateliers philo donc, avec des adultes. J'ai beaucoup appris à ce niveau-là. De la même façon, en 2002, Michel Onfray a créé une université populaire à Caen. Et 2 ans après, j'ai co-créé avec Alain Delsol et Nicole Catala, moi aussi, une université populaire de Septimanie à Narbonne, qui s'est transformée en 2014 parce que nous avons créé une association à l'université populaire de la Narbonnaise, et où il y a eu toujours, depuis cette époque, des ateliers de philosophie pour enfants et des ateliers de philosophie pour adultes. Et vous avez ici donc le blog aussi de l'Université populaire de la Narbonnaise où vous irez voir aussi bien donc, les conférences donc, que nous avons faites que l'ensemble des textes des ateliers philo donc pour adultes. Et puis j'ai organisé des randos philo depuis chaque année parce que ça me semblait très, très important. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de philosophes qui étaient aussi des marcheurs et qui ont montré l'intérêt de la marche pour les péripatéticiens dès l'Antiquité pour philosopher. Et j'ai fait donc un ouvrage de synthèse sur l'ensemble de ce qu'on appellera désormais les nouvelles pratiques philosophiques donc dans la cité. Alors j'ai parlé du café philo, des ateliers philo avec les adultes, avec les enfants, les randos philo, mais il y a aussi le ciné philo, il y a le banquet philo, il y a les BD philo, il y a la consultation philosophique, très intéressant la consultation philosophique, qui n'est pas une consultation thérapeutique, mais qui travaille avec les outils si vous voulez, donc de la philosophie, du philosophé plus exactement. Et puis ensuite, il y a la philosophie aussi en entreprise. Mais le troisième, si vous voulez, le troisième apport pour moi important, ça va être la contribution didactique à la philosophie avec les enfants. Je vous disais que j'avais passé mon habitation à Dijon des recherches en 1998. Et là, il se trouve que c'est la même année qu'une institutrice, Anne Lalanne, qui avait fait un master donc de philosophie, est venue me voir en me disant, voilà, j'ai pris connaissance d'un philosophe américain qui s'appelle Matthew Liebman et qui a créé une méthode de philosophie pour enfants. Et moi, comme j'ai fait des études de philo et que je suis institutrice, j'aimerais travailler avec vous sur ce que l'on peut faire avec les enfants en matière, disons, de philosophie. Et donc, du coup, j'ai créé un pôle de recherche, d'abord
un groupe de recherche, un groupe d'études et de recherche, un GER, qui a duré 3 ans, où nous avons expérimenté à plusieurs, et notamment avec Alain Delsol, par exemple, dans son CM1, puis ensuite dans sa grande section de maternelle, des ateliers de philo que nous analysions ensuite, après chaque séance, pour voir un petit peu donc, ce qui était véritablement formateur, les difficultés que nous rencontrions, la manière, disons, de les dépasser. Et ce pôle de recherche s'est prolongé par le soutien d'un certain nombre de thèses, l'accompagnement d'une dizaine de thèses donc de philosophie avec les enfants. Et je dois dire que j'ai énormément appris, c'est la chance que j'ai eue de pouvoir accompagner des thèses sur mon propre champ de recherche. Et ça m'a énormément apporté. Je vais donner 2 exemples. J'ai travaillé pendant 3 ans dans la classe de Sylvain Connac, qui avait un cycle 3 dans une école primaire qui se situait en zone d'éducation prioritaire, dans la banlieue nord, si vous voulez, donc de Montpellier. Et une fois c'est lui qui animait, une fois c'était moi, et puis ensuite l'autre observait à ce moment-là. Et lui pratiquait dans sa classe la pédagogie coopérative. Et jusqu'à maintenant, moi je parlais de discussion à visée philosophique. L'expression à visée philosophique est une expression de Jean-Charles Pétier. Mais le fait de pratiquer cette pédagogie coopérative, ça a été très important, disons, pour moi. Et la discussion à visée philosophique est devenue pour moi un dispositif que nous avons progressivement stabilisé avec Sylvain Connac, qui est devenu la discussion à visée démocratique et philosophique. J'ai accompagné aussi la thèse de Edwige Chirouter, très intéressante, sur la littérature de jeunesse comme support pour faire réfléchir collectivement, disons, les enfants. Et là, tous les débats que j'ai eus donc, avec Edwige ont été très, très intéressants parce que c'était un support particulièrement porteur et tout à fait différent des romans de Lippmann, qui étaient des romans, disons, américains, et d'autant, donc très, très connotés culturellement, si vous voulez, et d'autant plus qu'on avait une littérature de jeunesse en France très consistante, très résistante, qui se prêtait bien à amener les élèves à se questionner et à vivre, si vous voulez, par héros interposés des situations qui les amenaient à se questionner. En tant que chercheur, j'ai toujours considéré aussi qu'il fallait, surtout en sciences de l'éducation, vulgariser, au bon sens du terme, si vous voulez, toutes les recherches, toutes les innovations qui se faisaient. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé en 1999 une revue au CRDP de Montpellier, dans le cadre d'ailleurs de l'éducation nationale, et je sais gré à l'éducation nationale d'avoir hébergé cette revue, qui depuis 23 ans a publié à peu près 1500 articles, si vous voulez, essentiellement en France, à l'école, mais aussi toutes les nouvelles pratiques philosophiques dans la cité, mais en même temps dans les pays francophones. Il y a beaucoup d'articles de Belgique, de Suisse par exemple, ou de Québec. Et il y a même des articles en espagnol, si vous voulez, disons, ou en anglais. J'avais créé déjà en 1994 une association, l'ARDAP, Association pour la recherche en didactique de l'apprentissage du philosophé, mais c'était avec une revue, mais qui restait, disons, un petit peu confidentielle. Et cette création de la revue Diotim l'Agora, qui s'appelle actuellement Diotim, a été l'occasion de vulgariser toutes ces recherches, et ça a été très, très intéressant. En 2000, j'ai donc été nommé professeur en sciences de l'éducation, ce qui m'a permis disons, de progresser aussi en tant que chercheur. J'ai été directeur du département des sciences de l'éducation de l'Université de Montpellier 3, puis ensuite directeur du centre de recherche, le CERFE, le Centre d'études de recherche pour la formation et l'éducation. Et c'est ce qui m'a permis, cette légitimité, si vous voulez, d'organiser, avec Alain Beretetsky et Jean-Charles Pétier, le premier colloque à Paris sur les nouvelles pratiques philosophiques à l'école donc, et dans la cité. C'était très intéressant d'organiser ce colloque. De la même manière que c'était très intéressant dès 2002, c'est Jean-François Chazeran de lancer une liste de diffusion où tous les praticiens de ces nouvelles pratiques philosophiques, si vous voulez, pouvaient correspondre, mutualiser un petit peu leurs pratiques, se poser des questions sur les uns, sur les autres, se demander un petit peu comment ils faisaient, à quelles difficultés ils étaient confrontés, comment on pouvait les... Et là, cette liste de diffusion de Jean-François Chazeran a fonctionné pendant 3 ou 4 ans, a été extrêmement intéressante. Et depuis, nous avons eu un colloque chaque année qui était véritablement le rendez-vous donc, de tous ces innovateurs qui étaient complètement un petit peu isolés dans leur coin, qui avaient à justifier aussi ce qu'ils faisaient, car ce n'était pas admis par l'institution. La philosophie n'était pas au programme, disons, de l'école primaire.
Donc voilà le premier ouvrage, L'éveil de la pensée réflexive à l'école primaire, qui a paru, publié par Hachette en 2001. Alors ça c'est très intéressant parce que le titre que j'avais proposé à Hachette, c'était L'éveil de la pensée philosophique à l'école primaire. Mais comme c'était les débuts, si vous voulez, de l'innovation, etc., le mot philosophie à l'école primaire sentait, sentait le soufre. Et donc j'ai découvert d'ailleurs, en recevant disant le bouquin, qu'ils avaient complètement transformé mon titre en mettant l'éveil de la pensée réflexive et non pas l'éveil de la pensée philosophique. Alors, un élément très 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 important, ça a été en 2005, au colloque que nous avons fait à Poitiers, la participation de représentants de l'UNESCO au mouvement, à notre mouvement des nouvelles pratiques philosophiques. Et puis en 2006, les colloques ont été soutenus logistiquement, disons, par l'UNESCO. Et ça a été un soutien très, très, très important parce que jusqu'à maintenant, l'UNESCO avait une philosophie. Et elle a une philosophie, la philosophie de l'ONU depuis sa création, c'est-à-dire avec cette idée que développer la philosophie à l'école au cours de tout le cursus, pas seulement en classe terminale, et puis ensuite dans la cité, partout dans la cité, c'était un moyen de faire en sorte que les gens pouvaient dialoguer, c'est-à-dire sursoir finalement, disons, à la violence, partager des points de vue différents, donc dans une perspective aussi, disons, démocratique, ce qui pouvait entraîner finalement un dialogue entre les individus, mais au-delà des individus, entre les peuples. Et le dialogue entre les peuples, c'est une perspective, disons, vis-à-vis de la paix. Et moi, j'ai été chargé par l'UNESCO d'organiser une enquête sur la philosophie à l'école primaire dans le monde, ce qui a donné lieu finalement au premier chapitre de l'ouvrage que vous voyez. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de philosophie à l'école primaire dans le monde, mais la France a été finalement un peu la dernière à s'y mettre. Paradoxalement, peut-être parce que nous avions 150 ans de tradition de l'enseignement de la philosophie seulement en classe terminale. Et c'est tout ce travail que nous avons fait avec l'UNESCO qui nous a permis de créer la première chaire UNESCO de philosophie avec les enfants en France, dont la titulaire est Edwige Chirouter, et qui a fait un travail depuis 5 ans, puisque la chaire a été renouvelée donc l'année dernière, absolument, disons, un petit peu fantastique là-dessus. Alors moi, ce que j'ai pu amener, si vous voulez, donc en propre, au courant de la philosophie avec les enfants en France, puisqu'il y en a plusieurs, c'est la DVDP. Je disais, en France, il y a la méthode lippmannienne, la plus ancienne, fondée par Mathieu Lippmann, qui a été importée en France en 1998. Dès 1996, à l'intérieur de l'AXAS, l'association de groupes de soutien au soutien, Jacques Lévin a accompagné des ateliers philo. Oscar Bonifié à l'Institut de pratique philosophique a développé aussi une méthode plus maïeutique. Et moi, j'ai développé, notamment avec Alain Delsol et Sylvain Connac, la discussion à visée démocratique et philosophique. C'est un petit peu, si vous voulez, donc mon apport, pas tout seul, mais un peu que j'ai beaucoup approfondi. Discussion qui a une double visée. Une visée démocratique parce qu'elle s'inspire de la pédagogie coopérative et institutionnelle en distribuant donc à des élèves un certain nombre, disons, de rôles et avec des règles de répartition de la parole démocratique, mais aussi double visée philosophique, puisque quand des enfants ou des adolescents discutent, c'est pas spontanément philosophique leur dialogue, c'est plutôt un échange d'opinions, donc de préjugés, etc. Et tout le problème, c'est de rendre ces échanges spontanés, philosophiques, de manière à ce qu'ils mettent en œuvre, et c'est ça la responsabilité, disons, de l'enseignant animateur, qu'ils mettent en œuvre donc, ces compétences de problématisation, de conceptualisation et d'argumentation. Là aussi, j'ai beaucoup travaillé avec des didacticiens du français, notamment Dominique Bucheton et Yves Soulet, ce qui a donné lieu à ce débat, si vous voulez, discussion à visée littéraire et philosophique à l'école primaire. Et où là aussi, nous avons essayé de voir ce qu'il y avait de commun dans la discussion interprétative, ce qu'on appelle le débat interprétatif en français, et puis la discussion à visée, disons, philosophique. Et ça a été très, très, très intéressant pour moi de mettre au point aussi un dispositif qui permet progressivement de passer du débat interprétatif en français à la discussion à visée philosophique. En même temps, c'était très intéressant de montrer comment toutes ces recherches pouvaient
se concrétiser par un soutien, disons, très concret. Et c'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage, La morale, ça se discute, à un moment où on venait de mettre en place, en 2015, un programme d'éducation morale et civique. Alors Vincent Payon, qui était alors euh, euh, ministre de l'Éducation nationale, avait demandé un rapport sur la morale à l'école, l'enseignement laïque de la morale, si vous voulez, donc à l'école. J'ai été auditionné et j'ai demandé qu'on recommande, disons, dans ce programme, la discussion à visée philosophique. Et c'est effectivement dans le programme de 2015 ce qui a été fait, où on voit, par exemple, dans le cycle 3, recommander 5 fois la discussion à visée philosophique. C'était la première fois qu'intervenait dans un programme de l'école primaire la philosophie, disons, dans un programme. D'autres pôles de recherche aussi vont se développer. J'ai dit que j'avais créé celui de Montpellier. Il y a celui qui est maintenant animé par Edwige Chirouter à Nantes, mais il y a aussi celui de Jean-Pascal Simon à l'université, disons, de Grenoble, et qui a organisé plusieurs colloques sur la question. Et notamment, une année, il a organisé un colloque autour d'une discussion à visée philosophique que j'avais organisée dans un CM2 sur la justice, si vous voulez, avec des élèves donc d'une dizaine d'années. Et nous avions demandé à un certain nombre de chercheurs à venir et à croiser leur regard sur cette séance. Et donc il y avait des chercheurs en sciences de l'éducation, évidemment, mais aussi en sciences du langage, en ergonomie du travail, si vous voulez, en linguistique, en didactique de la littérature, etc. Et donc, ça a été très très intéressant parce que chaque chercheur appartenant à des disciplines différentes avait sa façon particulière d'analyser, si vous voulez, donc un verbatim. Et donc, pour accroître la recherche en analyse de tous les corpus que nous récoltions de séances de discussion à visée philosophique en classe, si vous voulez, ça a énormément enrichi et ça a donné lieu à ce livre-là, Paroles de philosophe à l'herbe, que j'ai publié donc avec Jean-Pascal Simon. De la même manière que je contribuerai à cet ouvrage aussi, qui est un peu la Bible aujourd'hui, me semble-t-il, Pourquoi et comment philosopher avec des enfants, qui a été coordonné par Olivier Blanc-Hervézuski, et qui vraiment développe toute une partie théorique et toute une partie pratique avec des fiches extrêmement, disons, intéressantes à ce niveau-là. Il me semblait aussi important qu'il y ait qu'on fasse quelque chose, disons, pour les parents, parce qu'il y avait des livres de plus en plus nombreux, d'ailleurs, pour les enfants. Il y en avait aussi de plus en plus nombreux pour les enseignants, pour les animateurs d'ateliers philo. Il n'y avait rien pour les parents. Donc, avec Marie Gilbert, j'ai écrit cet ouvrage, Atelier philo à la maison, où j'amène les parents à s'interroger aussi philosophiquement sur eux-mêmes pour qu'ils s'interrogent et avec leurs enfants. Voilà, donc c'est un ouvrage aussi qui peut servir évidemment, disons, aux enseignants. Alors, une des objections fondamentales que me faisaient notamment un certain nombre de collègues philosophes, c'est tu fais finalement de la philosophie sans les philosophes. Alors moi, j'ai voulu relever un petit peu, si vous voulez, donc le défi, c'est-à-dire, chiche, à ce moment-là, Platon en grande section de maternelle. Alors, ça pourrait paraître bien prétentieux, mais Sylvain Connac a traduit dans des petites histoires, si vous voulez, les principaux mythes de Platon en petites histoires, donc très lisibles et accessibles pour des élèves de l'école primaire, que j'ai fait vérifier au point de vue du contenu, si vous voulez, par Sylvie Queval, qui a fait sa thèse sur Platon, qui est une spécialiste de la philosophie antique, de manière à savoir si les histoires telles qu'elles avaient été réécrites étaient bien dans l'optique, disons, platonicienne, avec des points de vigilance, disons, philosophiques. Et nous avons expérimenté pendant 3 ans, de la grande section de maternelle à la classe relais, avec un groupe d'une douzaine, disons, d'instituteurs, les différents mythes platoniciens. Et nous avons vu que c'était un support absolument porteur pour faire discuter donc les enfants. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir qu'ils n'entrent pas selon leur âge de la même façon dans le mythe. Par exemple, dans le mythe de la caverne, quand ils sont petits, est-ce qu'ils vont redire ce qu'ils ont vu donc, lorsqu'ils sont sortis de la caverne dans la lumière, etc. etc. Ils hésitent beaucoup.
parce qu'ils ont peur de perdre leurs copains s'ils disent finalement disons la vérité, quoi. Donc voilà. Alors que au niveau du CM2, par exemple, bon, ben, les élèves passent de la question éthique du mensonge, si vous voulez, à la question épistémologique de le monde est-il finalement tel que nous le voyons. Voilà. Je m'étais aperçu donc aussi que la pratique de la philosophie avec les enfants en classe amenait un calme. Un calme donc dans les classes, ça c'était quand même disons, très, très intéressant. Une espèce de cohésion sociale, y compris dans des classes difficiles ou dans des classes un peu bagarreuses ou tumultueuses, etc. Je me suis interrogé pourquoi. Et je me suis aperçu finalement que c'était parce que souvent d'ailleurs ce sont les élèves qui choisissaient donc les sujets, donc le problème de la motivation était un petit peu réglé si vous voulez. Par ailleurs, ils étaient considérés comme des interlocuteurs valables, c'est-à-dire des élèves dont on prend en compte donc la parole, ce qui était très important, très renarcissisant pour des élèves qui étaient en difficulté ou en échec scolaire, qui se ressentaient à ce moment-là, qui faisaient, comme dit Jacques Lévy, de l'expérience du cogito, qui se sentaient sujets pensants et que ça redressait, si vous voulez, donc pour entrer un petit peu, disons, dans l'humanité. Et aussi, c'était des sujets qui intéressaient tout le monde et chacun. Et on avait intérêt à chercher avec. Et donc, le problème ne se posait plus de lutter contre pour savoir qui c'est, disons, qui avait raison. Et donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur la prévention de la violence par la discussion à visée philosophique et le ministère de la Santé belge m'a demandé ce petit ouvrage, Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique. Voilà. Alors nous sommes aujourd'hui donc en 2022. Il va y avoir un démarrage du nouveau Dioteam puisque la plateforme de l'ancien Dioteam va être supprimée donc cette année et il va être à en créer un autre. Et le numéro 89 de Dioteam paraîtra certainement disons, au mois de juillet. Et puis, c'est l'année du 20e colloque sur les nouvelles pratiques philosophiques qui aura lieu cette année, disons, à Liège. Et c'est très important parce que ça va être festif pour nous, que de chemin parcouru finalement depuis une vingtaine d'années. Alors, bien sûr, la recherche, disons, se continue. J'ai remarqué que, par exemple, beaucoup de recherches se sont développées autour de la philosophie du jeu, c'est-à-dire comment on peut, notamment, disons, avec des enfants et des adolescents, les amener à philosopher à partir d'un certain nombre de jeux philosophiques. Beaucoup de recherches se sont faites aussi sur l'art et la philosophie. Notamment comment on peut articuler l'art et la philosophie, si vous voulez. Et puis ensuite, des recherches sont faites sur la philosophie et le cinéma. Et en ce qui concerne, moi, je suis sur 4 chantiers de recherche à l'heure actuelle. Un premier chantier sur le philosophie en distanciel, puisque depuis le confinement, si vous voulez, donc des nouvelles pratiques philosophiques se sont faites, aussi bien des ateliers philo avec les enfants, des ateliers philo avec les adultes, des ciné-philo, des cafés-philo, etc. Et toute une controverse pédagogique et didactique s'est développée sur l'intérêt du distanciel et sur ses limites et peut-être, disons, ses dérives. Et là, j'ai publié dans les numéros 85, 86, 87 et 88 de Dioteam plein d'articles, si vous voulez, qui alimentent cette controverse sur le fait de philosopher en distanciel. Deuxième chantier sur la méditation et la philosophie. L'association SEV, qui a formé plusieurs centaines d'animateurs d'ateliers de philo pour enfants, utilise en début, si vous voulez, une pratique de l'attention pour le retour au calme qui précède finalement donc les ateliers philo. Et moi je me suis dit ça pourrait être beaucoup plus intéressant si on arrivait à une relation très interactive, beaucoup plus interactive entre la méditation et la philosophie. Et j'ai déterminé pendant une semaine en travaillant avec Anne-Marie Lafont, disons, sur la question, à déterminer 4 conditions qui fait que cette articulation serait beaucoup plus interactive. C'est-à-dire si on trouvait disons, des méditations spécifiques pour être exploitées pédagogiquement parlant. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que grandir ou avantages et inconvénients, disons, de l'imagination, etc. Quelles sont les méditations qui pourraient rendre possible une exploitation philosophique, disons, de ces méditations. Et inversement, si on prend des questions, disons, philosophiques, par exemple, avantages et inconvénients de grandir, quelles étaient, par exemple, les méditations qui pouvaient ensuite donner lieu à une exploitation pédagogique, disons, de cette question. Mon troisième sujet de recherche, si vous voulez, c'est philosopher actuellement, disons, sur un objet. C'est très important parce qu'en philosophie, jusqu'à maintenant, nous n'avons réfléchi qu'à partir de notions ou à partir de questions et de textes, évidemment, mais pas sur des objets.
Et là, moi, j'ai fait des tas d'expériences actuellement sur qu'est-ce que c'est que philosopher sur le mail, sur le smartphone, sur le lit, sur le miroir, sur l'autoroute, etc., sur la carte d'identité, plein d'objets comme ça. Et on s'aperçoit que je suis en train là, de mettre au point là, une matrice didactique pour philosopher sur un objet qui entraîne des nouvelles pratiques philosophiques sur cette entrée-là. Et enfin, je travaille actuellement sur la lecture philosophique d'un film. Comment peut-on lire un film philosophiquement? Je fais partie d'un groupe de cinéma, de cinéphiles, où on regarde des films et puis ensuite chacun essaye d'en donner sa grille d'analyse. Et moi, je considère actuellement le film comme une réponse à une question qui est née dans le titre du film, mais qu'il faut construire, qu'il faut élaborer. Et à ce moment-là, c'est intéressant de voir à quel type de questions le film répond et comment il va argumenter avec précisément la spécificité du langage cinématographique, que ce soit dans les images, si vous voulez, ou que ce soit dans les discours, la thèse finalement de la réponse à la question que ce film pose et à laquelle il répond. Voilà. Alors tout mon travail, si vous voulez, on le trouve dans cet ouvrage de synthèse sur les recherches en didactique, perspectives didactiques en philosophie, et que j'ai voulu international, puisqu'y ont participé des Suisses, des Belges et des philosophes québécois. Pour précisément mettre en commun toutes les avancées que nous avons faites sur la didactique de l'apprentissage du philosophie. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Et Edwige, je crois que tu voulais me poser quelques questions.